Alors en cours, nous avons débuté le chapitre 4, l'atmosphère terrestre et la vie, en voyant tout d'abord en introduction deux extraits du film Home, puis en nous intéressant à la composition de l'atmosphère actuelle et ancienne. Nous avons donc, je passe rapidement les diapos, découvert que la formation de la Terre s'était faite comme celle des autres planètes du système solaire, puis que l'atmosphère était très différente de l'actuelle, et enfin les différents états physiques de l'eau, et nous étions arrêtés sur le principe d'actualisme. Donc la définition, ce sont les phénomènes observables aujourd'hui existaient dans le passé et produisaient les mêmes effets. On va appliquer ça aux cristaux de zircon. Dans un magma, il n'y a jamais une cristallisation totale, mais une cristallisation par fraction. On parle de cristallisation partielle. Les cristaux de zircon se forment à une certaine température, et donc ici on a d'anciens zircons datés de plus de 4 milliards d'années. On mesure leur teneur en titane, et avec le principe d'actualisme, on en déduit que la température était alors de 696 degrés. D'autre part, on sait que la température de cristallisation dépend de la teneur en eau du magma, soit un magma sans eau, soit un magma riche en eau. Ça va changer beaucoup la température. Et donc, on en déduit que le magma à l'origine de ces zircons a été hydraté par de grandes quantités d'eau liquide en surface, c'est-à-dire un océan. On en déduit ces conditions qui devaient exister 150 millions d'années après la formation de la Terre. Je rappelle que la formation de la Terre, c'est environ 4,6 giga-années, donc aux alentours de 4,4 giga-années. On devait avoir une Terre qui alors avait une majorité de CO2 dans son atmosphère, un tout petit pourcent d'autres gaz, une température un petit peu moins élevée, on était à 1200 précédemment, on est en dessous de 300 grâce au graphique que l'on a vu précédemment, une croûte solide et un océan. On n'est plus avec un océan de magma, mais une croûte qui s'est cristallisée, qui a cristallisé, et un océan qui se forme. Ce qui nous amène donc à la notion, le refroidissement de la surface de la Terre primitive a conduit à la liquéfaction de la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère initiale. L'hydrosphère s'est donc formée dans laquelle s'est développée la vie. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment sait-on que l'atmosphère s'est ensuite enrichie en dioxygène, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a 21% de dioxygène. Et donc là, dans le film Home, on a aussi des informations. Grand B, enrichissement en dioxygène de l'atmosphère et les preuves géologiques. Le dioxygène piégé dans les roches dans un premier temps, eh bien on a des roches à la surface de la Terre que l'on appelle des formations de fer rubané ou FFR, qui sont datées de 2,45 milliards d'années et qui sont constituées en fait par une succession de couches claires composées de silice et de couches rouges qui sont composées d'hématite, donc d'oxyde de fer, et l'alternance de dépôts clairs et rouges pourrait s'expliquer par une variation de l'activité biologique, notamment au cours des saisons, ou alors avec des modifications de l'inclinaison de la Terre qui modifie le climat. Vous avez ici un graphique qui montre l'abondance de ces formations de fer rubané, et vous voyez qu'elles ont été extrêmement abondantes entre moins 3,5 milliards d'années et moins 1,8 milliard d'années. Ce qui veut dire qu'il y avait de l'oxygène dans l'eau et qu'il y avait donc de la vie qui produisait ce dioxygène. Je vous ai montré cette expérience en cours du sulfate de fer
reste verdâtre si on l'a protégée de l'atmosphère. Alors nous, on avait mis une couche d'huile pour qu'elle soit mieux protégée, donc on a une solution qui restait verdâtre. Et par contre ici, à l'air libre, c'est-à-dire en présence de dioxygène, la solution se transforme. Il y a une précipitation d'oxyde de fer, donc du fer 3, et d'hydroxyde de fer. C'est ce que je vous ai montré au cours de la séance au travers de ces deux récipients. Alors voici les transformations qui se produisent. Donc en milieu aérien, l'hématite est présente dans la rouille, c'est pour ça que ça avait cette couleur. Elle se forme à partir du fer métallique et du dioxygène, suivant cette équation que vous devez connaître. Donc vous l'écrivez dans votre cours. L'hématite qui est ici, Fe2O3, c'est donc le produit d'oxydation du fer. C'est un oxyde de fer qu'on appelle du fer 3. Dans les océans, le fer est sous forme d'ions Fe2+, qui sont solubles dans l'eau, et au contact du dioxygène, il va se former de l'oxyde de fer qui est insoluble dans l'eau, suivant ces deux réactions que là aussi vous copiez dans votre cours. On se pose donc la question d'où proviennent les ions Fe2+. Eh bien, en absence de dioxygène atmosphérique, l'altération des roches continentales, ça on l'a vu dans le film Home, produit des ions Fe2+, qui sont solubles dans l'eau. Ils gagnent l'océan par les précipitations. Mais si l'atmosphère contient du dioxygène, l'altération des roches forme des ions Fe3+, totalement insolubles, plus d'apport de fer à l'océan. On se demande donc d'où vient cette O2, je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite. Et donc petit 2, origine du dioxygène, on va utiliser à nouveau ce principe d'actualisme. Donc on est ici au niveau de la baie des requins en Australie et on a des roches qu'on appelle des stromatolites. Ces stromatolites, littéralement ça veut dire tapis de pierre, sont des formations que l'on trouve aujourd'hui dans des régions tropicales, des structures en boule qu'on trouve sous l'eau et qui sont dues à l'activité de bactéries photosynthétiques qu'on appelle aussi des cyanobactéries. La photosynthèse permet à ces bactéries de produire leur matière organique, comme tout être vivant qui pratique la photosynthèse, à partir de matière minérale mais aussi d'énergie lumineuse, suivant la transformation que vous connaissez, que vous réécrivez dans votre cours. CO2 plus H2O donne glucides plus dioxygène. C'est bien si vous savez l'équilibrer. Les stromatolites, que ce soit contemporains ici. Alors ce qui est intéressant pour notre principe d'actualisme, c'est que si on coupe en deux ce stromatolite, on trouve exactement cette structure en couches successives, et donc on peut se dire que les stromatolites qui se forment actuellement, c'est la même chose qui s'est produit sur des stromatolites anciens, et donc on voit que l'abondance des stromatolites correspond globalement à la présence de fer, de formation de fer rubané que l'on a vu dans le document précédent. Ce qui nous amène à traduire notre observation par ce schéma que je vous invite à faire dans votre cours. Donc les stromatolites dans l'océan, dans un environnement localement oxydant, c'est-à-dire riche en O2 puisqu'ils l'émettent. On a une production d'hématite, Fe2O3, à proximité, par, j'allais dire couplage, non, par mise en commun des Fe2+, plus O2, qui donne Fe2O3, qui est représenté ici. Les équations chimiques à connaître sont ici dans le texte. Nous arrivons donc au petit 3, évolution du taux de dioxygène atmosphérique. On a donc pu l'estimer, toujours grâce à ce principe d'actualisme. Donc il reste longtemps très très faible, compris entre 0,01 et 0,000
1 et 0,001. Ceci depuis la formation de la Terre jusqu'à environ 3, un peu moins de 3 milliards d'années. Et c'est vraiment autour de 2,5 milliards d'années et non millions, que se fait la mutation de ce taux atmosphérique. Une fois que l'océan aura tout piégé le dioxygène qu'il peut piéger, eh bien celui-ci va pouvoir s'évaporer dans l'atmosphère et donc devenir d'un coup très important. Vous retrouvez une échelle logarithmique ici en ordonnée et correspondre, ce graphique est exprimé en pourcentage de la teneur actuelle. Donc vous voyez la teneur actuelle c'est 1, c'est 100% de la teneur actuelle qui est ici. On va, il y a 2 milliards d'années, avoir déjà 10% de la teneur actuelle. Vous avez différentes zones, donc la valeur moyenne que l'on retient, une zone compatible avec tous les indices expérimentaux, avec certains indices, et incompatible. Ceci nous amène donc à la notion: le dioxygène s'est accumulé à partir de 2,4 milliards d'années dans l'atmosphère. Sa concentration atmosphérique actuelle a été atteinte, c'est le document suivant, il y a 500 millions d'années environ. Quelles sont les relations entre les êtres vivants et le dioxygène? On l'a déjà un petit peu découvert au travers des stromatolites, que l'on retrouve ici. Donc on est maintenant dans le grand C, relation vivant O2. Les premières traces de vie sont datées d'il y a au moins 3,5 milliards d'années, comme on l'a vu précédemment. Petit 1, production de dioxygène par la photosynthèse. Je vous montrerai ce petit document au prochain cours. Il faut connaître, ça c'est un rappel de la page 20, les éléments constituant la photosynthèse. Il faut donc du CO2, de l'eau et des sels minéraux, et il y a surtout ce qui nous intéresse, production de dioxygène. On peut donc dire, je vous conseille de reprendre ce schéma, que par leur métabolisme photosynthétique, les cyanobactéries ont produit le dioxygène qui a oxydé dans l'océan des espèces chimiques réduites. Petit 2, utilisation du dioxygène par la respiration. Ici, la respiration, c'est une oxydation de la matière organique en présence de dioxygène. Elle procure de l'énergie utilisable pour le fonctionnement de nombreux organismes, les plantes, les animaux, les champignons. Elle est modélisée par l'équation suivante, toujours non équilibrée et très simplifiée, mais ça vous suffit de retenir ceci. Et ça nous amène à la notion, les sources et puits de dioxygène atmosphérique sont aujourd'hui essentiellement liés aux êtres vivants, photosynthèse et respiration, et aux combustions, comme ici cet embrasement de la forêt. Petit 3, ozone et protection des êtres vivants. Là, je vais vite. Je vous invite à étudier ce document et noter notamment cette équation importante de transformation de dioxygène en ozone et noter la notion: sous l'effet du rayonnement ultraviolet solaire, le dioxygène stratosphérique peut se dissocier, initiant une transformation chimique qui aboutit à la formation d'ozone. C'est cette équation. Celui-ci constitue une couche permanente de concentration maximale située à une altitude d'environ 30 km. La couche d'ozone, comme le montre ce document, absorbe une partie du rayonnement ultraviolet solaire, mais aussi, donc c'est ce qu'on voit dans ces différents documents, je vous invite à en faire une analyse pour vous. Et ça va aboutir, parce que j'ai bientôt fini le temps imparti, ça protège les êtres vivants de ces effets mutagènes. C'est ce que nous présente Guillaume Lecointre dans ce petit texte. Voilà ce qui termine le grand 1. Je vous remercie.